but do it for my sake. Just need the closure to spare me some heartache. Say you'll be alright. Alors, je suis Jeanne Van Haff, lectrice, autrice et éditrice de romance, et mon nouveau roman Réconciliation vient de sortir. C'est une histoire de coup de foudre entre communautés rivales, et à la sortie du roman, j'ai demandé qu'on me pose des questions, et une des questions était est-ce que j'ai des scènes préférées? Et je n'ai pas besoin de réfléchir 3 secondes, parce que dans Réconciliation, j'ai une scène préférée. Et bizarrement, ce n'est pas une scène romantique, c'est pas une scène de déclaration, c'est pas une scène de sexe, c'est une scène somme toute banale. Elle arrive à 20 pages presque de la fin. Genre, elle arrive là. C'est un chapitre qui fait une demi-page. Je l'éloigne pour éviter tout spoiler. Ce n'est que ça la scène. Mais c'est ma scène préférée. Et Sabrina elle a toujours cru que dans la bande, ils sont 6 amis, 6 sur 4, et dans leur gang, elle a toujours cru qu'elle était la plus saine d'esprit. Du genre, elle a une psy, donc elle a un rendez-vous mensuel avec la psy, et un de ses amis les plus proches, Bond, lui dit oui, mais du genre tu as des amis pour aller prendre le thé, du genre fais quelque chose avec ta thérapie, quoi. Non, parce qu'elle était 100% convaincue qu'elle était totalement bien, qu'elle n'avait rien à déclarer. Et entre en scène Enzo. Et Enzo, quand il voit quelque chose qu'il ne comprend pas, il pose des questions. Il fait des commentaires, il veut comprendre, il veut voir, il veut qu'on lui explique. Donc il voit des choses qu'il ne comprend pas. Et une des choses qu'il ne comprend pas, c'est un rituel que fait Sabrina. Je ne vais pas dire lequel des rituels, parce qu'elle en a pas mal. Mais c'est juste un truc plutôt banal, quoi, du genre. Et Sabrina a toujours pensé que c'était un rituel dû à son travail. C'est une ancienne militaire pour le Royaume-Uni. Elle travaille dans la surveillance, la sécurité, etc. Donc c'est juste une habitude qu'elle a pris du travail. Mais Enzo lui prouve, lui argumente, démontre par un exposé à quel point ce n'est pas 100% juste naturel, quoi. Et donc par la question qu'il pose, Sabrina comprend qu'il y a plus que juste un rituel. Donc, ce rituel-là en particulier est alimenté par ces démons. Des démons qu'elle avait bien enfouis. Donc, c'est un choc pour elle. Et c'est une tension, c'est une sorte de tension. Et donc, à ce moment-là, j'essaye d'expliquer la chose sans spoiler, tout en étant très précise. Donc, à ce moment-là, elle est donc en train de faire son rituel. C'est un truc totalement anodin pour l'œil néophyte. C'est quelque chose de totalement anodin. C'est juste du réconfort. Et quand elle fait son rituel, quand elle termine, elle se dirige vers la chambre et Enzo l'attend. Il est là, il attend devant la porte qu'elle termine. Et elle est self-conscious. Du genre parce qu'avant elle le faisait de façon automatique, mais depuis qu'Enzo a posé la question, elle a conscience de ce qu'elle fait, mais n'arrive pas à s'en défaire. Et quand elle le voit qui l'attend, elle s'attend à un commentaire, à une remarque de la part d'Enzo. Et il n'y a pas de commentaire. Il y a Enzo qui attend, il demande c'est bon, tu as fait ce dont tu avais besoin. Et Sabrina a fait ouais. Et il a fait super, on peut aller dormir maintenant. Et c'était un moment où il n'y a pas de jugement de la part d'Enzo. Il n'y a jamais eu de jugement de la part d'Enzo. Mais à ce moment-là, Sabrina comprend encore mieux qu'il n'y a pas de jugement de la part d'Enzo. Ce n'est pas une critique, il ne veut pas analyser, il voulait juste comprendre. Et il a compris. Et donc là, non seulement il a compris, comme il accepte
et il l'accepte 100%. Et pour Sabrina qui est devenue self-conscious en le faisant, c'est comme un... C'est un soulagement, c'est intérieur, c'est émotionnel. Genre, il n'a pas fallu plus que ça. C'est juste, tu as ce dont tu as besoin, ouais, c'est bon, on va dormir maintenant. Des gens, c'est pas... On n'a pas besoin de discuter davantage. Tu fais ce dont tu as besoin. Et si tu as besoin de tes rituels, fais-les. Continue-les. C'est pas... Voilà. Donc, cette scène est vraiment ma préférée de tout le roman. Et pourtant, en toute modestie, et il y en a quelques-unes qui sont pas mal du tout. Et j'ai donc essayé de faire l'exercice pour Renaissance, qui est le tome 1 de Sentinelle du Canari, et Promesse du bout du monde, qui est le livre 1 de tout le multivers. J'ai besoin d'un peu plus d'huile. De quoi? Alors, Renaissance est une histoire de Enemies to Friends to Lovers. Queen est un des meilleurs amis de Sabrina. C'est un slow burn. Et j'ai essayé de trouver donc une scène qui est ma scène préférée, parce que ce livre, tant Renaissance comme Réconciliation, je trouve qu'ils sont drôles. Je ne vais pas de la comédie romantique, mais il y a beaucoup d'humour. Mais il y a pas mal de larmes, hein, parce que je suis jeune, n'est-ce pas? Et donc j'ai trouvé deux scènes. C'est kiff pareil. En fait, non, c'est pas kiff pareil, mais il y a une scène qui est un peu plus que l'autre, mais les deux sont chers à mon cœur. Encore une fois, ce ne sont pas des scènes sexy. Ce ne sont pas des scènes romantiques, mais c'est tout comme. Parce que la romance vient dans toutes les formes, n'est-ce pas? La première scène qui me vient à l'esprit, c'est... ils ne sont pas encore ensemble. Et parce que mon héroïne, Lucky, est en danger, Queen lui propose qu'elle reste chez lui. Alors, chez lui, ce n'est pas le trope d'une seule chambre ou d'un seul lit, non. Parce que Queen partage une maison de fonction avec les 5 autres. Donc, il y a tout plein de chambres, il y a tout plein de salles de bain. On se croise uniquement si on veut. Donc, c'est vraiment, à ce moment-là, c'est vraiment 100% pour la protection de Lucky. Et Lucky et Queen écoutent beaucoup de musique quand ils sont en voiture. Et pendant qu'il conduit, Queen donne son iPod à Lucky pour qu'elle se débrouille. Et donc, ils arrivent dans la maison de fonction. Et Lucky est dans la chambre de Sabrina, qui n'est pas là. Elle va se préparer, elle se prépare pour aller prendre une douche, et elle se rend compte qu'elle a toujours l'iPod de Queen. Donc, elle va toquer à la porte de Queen, du genre, tiens, ce qui t'appartient, du genre, voilà. Et Queen ouvre, quand il ouvre la porte, il est torse nu. Il est torse-poil, le garçon. Alors, pour éviter tout commentaire déplacé, Queen n'est pas du tout au goût de Lucky. Hein? Le gars est super baraqué, super musclé, armoire à glace. Il s'entraîne 2 heures par jour. Ce n'est pas du tout le goût de Lucky. Ce n'est pas le mien non plus. Il est trop musclé pour notre goût à nous deux. Donc, quand il ouvre grand la porte et il est torse-poil, ce n'est pas qu'il bave. On n'est pas des mammifères, on n'est pas que des mammifères, on ne bave pas les gens. Mais là, qu'il y a un choc. Parce que Queen a des... c'est le côté gauche, je crois que c'est le côté gauche. Queen a des tatouages. Et c'est un Marine, donc un ancien Marine. Normalement, les Marines sont toujours Marines, même après la retraite, mais c'est un ancien Marine. Et il a le truc habituel pour les Marines, les militaires et tous les gens qui vont jouer à la guerre.
Il a le son type de sang et qu'il est donneur d'organes. Mais il y a une troisième ligne dans ce tatouage qui est sous son flanc. Et, le truc, c'est que je l'ai découvert en même temps que Lucky, parce que je savais qu'il avait le tatouage avec son sang et qu'il était donneur d'organes. Je le savais. Mais la troisième ligne de ce tatouage, je n'étais pas au courant, je l'ai appris en même temps. Et de la même façon que Lucky a eu un choc en voyant ce tatouage-là, je l'ai eu moi. Je ne vais pas dire lequel. Et j'étais en train d'écrire et je me suis mise à pleurer. Les gens. J'étais en train d'écrire, je l'ai découvert en écrivant et j'ai commencé à pleurer. Donc j'écrivais. Donc là qui rend l'iPod à son propriétaire, elle repart dans la chambre de Sabrina, elle ferme la porte, elle éclate en sanglots. Et moi j'arrête mon chapitre, et moi je dis pourquoi? En fait le truc c'est que quand je me lance dans l'écriture, j'ai une idée de qui sont mes personnages. J'ai leur silhouette émotionnelle, il n'y a pas de problème. Mais en lisant ce passage-là, en voyant ce moment-là, je me suis rendu compte que Queen me cachait encore des choses. Et c'était la première fois que Queen se mettait vraiment à nu, non seulement face à moi, pas seulement face à Luck, mais face à moi. C'était la première fois où il ouvrait totalement qui il était et il montrait totalement à quel point il était brisé. Et je savais qu'il était brisé, mais je ne savais pas à quel point, parce qu'il le cache bien, il cache bien son jeu. Du genre, on dirait qu'il vit bien, du genre, il rit, il est toujours... Mais il y a une blessure qui était là et que... Là, qui va l'apprendre à cet instant-là, pas seulement à cet instant-là, mais les jours qui suivent, c'est toujours bien la colocation pour ces cas-là. Hein. Mais c'est là où on se rend vraiment compte que Queen est un colosse aux pieds d'argile. Et j'ai tellement pleuré. J'ai tellement pleuré. Et j'ai eu envie de prendre Queen dans mes bras. Et heureusement que Luck était là pour le prendre dans les bras. Mais il faut se rappeler, j'ai fait un épisode à ce sujet-là, c'est que Queen est le personnage que j'épouserais tel quel. Genre, je ne changerai rien de sa personnalité, même de son physique, même si au premier abord, c'est pas du tout mon esthétique, mais je le prendrai 100% tel quel. Et je l'aurais pris dans mes bras à ce moment-là, mais fort. Et c'est pour ça que la deuxième scène que j'aime beaucoup dans ce livre vient, pas tout de suite après, mais peut-être un jour ou deux après. C'est dans la lignée. C'est que ils sont dans la cuisine. Lucky est assise sur le comptoir et Queen est à 1 ou 2 mètres d'elle, un truc comme ça. Et ils sont en train de parler et ça tourne autour de cette blessure de Queen et du fait qu'il y a des choses qu'il ne montre pas. Et Lucky, elle dit assez. Comme du genre, elle, c'est la première secoueuse de cocotier. Enzo, à côté, juste petit joueur. Lucky met Queen face à ses blessures. Pas qu'elle veuille que, mais dans la conversation, elle s'énerve. Mais elle ne s'énerve pas contre lui, mais contre tout ce qui l'entoure. Et à un moment, elle est là, écoute Queen, tu es le boss, tu es le grand patron, tu es celui qui protège tout le monde, tu protèges famille, amis, en tant que chef de sécurité, il protège tous les employés de l'entreprise, genre, qui te protège toi? Qui s'occupe de toi? Personne. En fait, ses amis s'occupent de lui, essaient de le protéger, mais tant que nous, on n'accepte pas d'être protégés, ça ne sert à rien. Et donc, Lucky est très frontale. Elle lui dit, ok, donc tu protèges tout le monde, tu t'occupes de tout le monde,
Alors, ok, je vais m'occuper de toi. Je vais te protéger, moi. Et elle dit, laisse-moi faire. Évidemment, j'ai énormément pleuré à cette scène. Et genre, elle a fait des genre... le gars a 1,88 m, plus de 100 kilos de masse musculaire. Lucky a 1,65 m, ça veut dire qu'elle est même plus petite que moi. Elle a 1,65 m. Elle est 20 cm, elle a 20 cm de moins que Queen. Donc elle est là. Elle fait, laisse-moi faire. It's my job now. I got it. Et Queen il est totalement abasourdi, mais quand Lucky décide d'un truc, elle décide et on va suivre, peu importe la différence de taille, peu importe le truc du genre, elle dit laisse-moi faire. Et au moment où j'ai écrit ce moment-là, c'est laisse-moi faire avec des points. Et Queen a fait ok. Bon, il n'a pas fait juste ok, mais face à Lucky qui va dire non. Donc, j'ai donc ces deux scènes-là, la révélation du troisième tatouage et ce moment où Lucky décide que, écoute, Queen, tu protèges tout le monde, alors je vais m'occuper de toi parce que tu n'es pas la meilleure personne pour s'occuper de toi. Hein? Voilà. Promesse du bout du monde, c'est une histoire où de mariage blanc, mariage arrangé, parce que mon héroïne qui est réfugiée en France, elle risque de ne pas se voir renouveler son titre de séjour à la fin de ses études, donc elle va devoir épouser un Français, et le Français c'est Chandra. Et dans cette histoire, et encore une fois j'ai dû faire un exercice de mémoire. Et au fait, c'est que c'est pas juste une question de faire un exercice de mémoire pour trouver des scènes préférées, c'est que j'en ai plusieurs et elles sont toutes liées. Et ça part d'une scène en particulier, c'est que Chandra est journaliste et écrivain. Donc lui, son truc, c'est les mots et il est très cash dans sa façon de transmettre un message. Il est très violent dans ses mots. Il n'est pas vulgaire, mais il ne cache pas. Les euphémismes, c'est pas pour lui. Alors que Abby, à côté, c'est quelqu'un de très réservé. C'est quelqu'un qui joue très bien l'autruche. Elle ne veut pas voir la réalité d'en face. Et elle fait des études pour devenir productrice de vidéos. Elle veut faire des reportages, mais des reportages de société plus que d'actualité. Donc pour elle, ce qui compte pour elle, c'est l'image. Et ils sont en train de discuter à un moment tous les deux. Donc ils sont des frenemies. Ça veut dire qu'ils s'apprécient. Genre d'une façon ou d'une autre, ils s'apprécient. Mais ils ne se comprennent pas. Justement à cause de ces personnalités opposées, un qui veut la réalité d'en face et l'autre qui ne veut rien voir. Et donc ils sont en train de discuter à un moment et Abby dit que les mots ne restent pas. Et ça, c'est pas quelque chose à dire à un journaliste ou un écrivain, hein, n'est-ce pas? Donc, les mots sont les jobs. Et Chandra est très vexée à cette idée-là. Et alors, Abby explique que, écoute, ce ne sont pas les mots que tu écris qui restent. C'est le message que tu fais passer. C'est le message que tu partages, que tu fais passer, qui marque les esprits, ou c'est la façon dont on ressent l'émotion qui marque les esprits. Et quand je travaille en tant qu'éditrice, c'est ce que je dis aux romancières avec qui je travaille. Ce n'est pas les mots de son histoire qui comptent, ce sont les émotions qu'on fait passer. Ce sont les personnages qu'on crée. Du genre, bien sûr, il y a une ou deux citations que les gens vont se souvenir, mais on ne va pas se souvenir du texte mot à mot. On va se souvenir de ce qu'on a ressenti pendant qu'on le lisait. Donc, c'était ça que Abby était en train de dire, du genre, elle est en train de dire, non, mais les mots ne restent pas. Par contre, l'image, il peut y avoir quelques évolutions dans le souvenir de l'image, mais l'image marque, c'est quelque chose qui reste, qui est bien plus concise que les mots. Donc, Chandra était vexée comme un pot à ce moment-là, du genre, je vais pointer à Pôle emploi, France Travail ou à l'ANPE ou peu importe le nom qu'on leur donne ces jours-ci. Et donc ça vient, et c'est ce contexte-là qui donne mes deux scènes préférées.
deux de mes scènes préférées. Donc, la première scène, je garde la préférée en deuxième, mais la première scène, c'est Abby et la fille de deux politiciens. Ils sont deux membres de l'opposition. C'était des gens charismatiques qui ont construit l'histoire de l'Afrique australe. Et elle a grandi, et tout ce qu'elle est, son nom, qui elle est, ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle a vécu, etc., c'est une conséquence des décisions politiques de ses parents. Donc, ça fait, au moment où on commence Promesse du bout du monde, ça fait 10 ans que ses parents, ça va faire 10 ans que ses parents sont morts. Et elle est en train de discuter avec Chandra. Et elle est en train d'expliquer que elle n'a pas honte de ses parents, mais elle aurait préféré ne pas être leur fille. Parce qu'elle n'arrive pas à détacher sa personne d'eux. Son nom, elle a un nom composé qui est rare en Afrique australe. Et quand elle le dit, on sait aussitôt qui sont ses parents, quelle est l'histoire, on sait aussitôt que c'est une orpheline, etc. Donc, elle a le poids de l'histoire de son pays sur les épaules. Et pour quelqu'un qui fuit tout ce qui est réalité, vous allez me dire, hein, donc, elle ne veut plus cet héritage-là. Cet héritage pesant et lourd, du genre, elle a sur elle leur histoire politique et leur assassinat. Et ce n'est pas quelque chose qui la fait, qui la rend légère, qui la remplit de joie, au contraire. Donc, ses parents lui manquent souvent, parfois, mais elle dit à Chandra, je n'ai pas honte de mes parents, mais j'aimerais ne pas être leur fille. Et comme ils avaient déjà eu la discussion sur les mots, etc., Chandra, il est toujours là, du genre, mais pourquoi cette fille est tellement concentrée sur la vidéo alors que ses mots à elle restent la façon dont Abby parle, la façon dont elle joue avec les mots. C'est quelque chose qui touche énormément Chandra et qui le bouleverse alors que c'est un gars extrêmement cynique qui aimerait bien donner l'impression qui n'est touché par rien du tout, mais il est toujours touché par les mots d'Abby. Et ma scène préférée, de toutes mes scènes préférées de Promesse du bout du monde, c'est un moment où Abby avoue enfin qu'elle a toujours eu un crush pour Chandra. Quand elle était ado, la première fois qu'elle l'a vue, elle avait 12-13 ans. C'était une collégienne qui lisait des romans à l'eau de rose en cachette. Et pour elle, c'était le Maharaja charmant. Donc, bien sûr, elle a tué son truc. Ils se sont mariés parce qu'elle avait besoin, parce qu'elle en avait besoin. Mais il a fallu qu'ils soient mariés depuis des mois avant qu'elle lui dise qu'à un moment, ouais, qu'elle a toujours eu un crush. Et quand elle le lui avoue, Chandra fait, donc, vu que tu rêvais de m'épouser, tu devais être super contente avec ce projet dingue. Et là, elle lui dit, c'est une citation que je dis de mémoire. Je ne l'ai pas sous les yeux. C'est de mémoire. Et encore une fois, c'est pour ça que les émotions qu'on a restent. Et parfois, les mots restent, mais ils ne restent pas à l'identique. Donc, ce qu'elle dit, c'est j'ai toujours rêvé de t'épouser, mais t'épouser était loin d'être un rêve. Entre la bague au doigt et l'amour, j'aurais préféré que tu m'aimes. Et je pense que c'est non seulement c'est mon passage préféré, mais c'est un des passages dont je suis le plus fière d'avoir écrit. Et évidemment, Chandra, il est là, il est bouche bée parce qu'il est toujours touché, toujours bouleversé par les mots d'Abby. Et juste pour le plaisir du truc, j'ai toujours rêvé de t'épouser, mais t'épouser était loin d'être un rêve. Entre la bague au doigt et l'amour, j'aurais préféré que tu m'aimes.
Du genre, d'ailleurs, c'est la phrase que j'ai là. Elle rêvait de l'épouser, mais l'épouser est loin d'être un rêve. Donc, c'est une des scènes qui me touche le plus, dont je suis le plus fière d'avoir écrit, alors que c'est pas moi qui ai écrit, c'est Abby qui l'a dicté. Et à ce moment-là, Chandra se dit, il se fait la promesse d'être beaucoup plus vigilant en ce qui concerne Abby, d'être beaucoup plus vigilant avec ses émotions, avec ses sentiments, même s'il ne comprend pas tout, même si parfois il est énervé, il est impatient, il est surtout impatient parce qu'il veut qu'elle revoie la vérité en face. Mais c'est pas la personnalité d'Abby, du genre, c'est la conséquence de la mort de ses parents. Et à ce moment-là, il dit, ok, pouf, j'arrête tout, on fait rewind, on recule et il va prendre soin en fait. Il est jamais trop tard, mais il va prendre enfin soin de sa femme. Donc, je me rends compte maintenant pour les 3 scènes, pas pour les 3 scènes, pour les 3 histoires, ce sont des scènes d'acceptation, des scènes de compréhension, des scènes sans jugement, des scènes où on accepte l'autre tel qu'il est. Et comme dans le cas de Lucky, non seulement on accepte, mais on va faire en sorte de protéger l'être qu'on aime, dont on est amoureux, ou alors pour qui on est en train de tomber amoureux, quoi. Donc, voilà. Ce sont mes scènes préférées. De Promesses du bout du monde, c'est un one-shot, standalone, c'est le premier livre de mon multivers. Renaissance, c'est le premier tome de Sentinelle du Kalahari. Lucky et Abby sont meilleurs amis. Et Réconciliation, deuxième tome de Sentinelle du Kalahari. Donc Queen et Sabrina sont amis, associés, ils font partie de la bande des 6, du gang de Surekat. Donc, merci pour la question posée. Ça me fait toujours travailler les ménages pour trouver les bonnes scènes parce que une fois qu'on a écrit quasiment 110 livres, on commence à se perdre. Mais voilà, ce sont mes scènes préférées. Et j'espère qu'elles font partie de vos préférées aussi. Et si jamais vous en avez d'autres, j'aimerais bien savoir lesquelles. Donc, je suis Jeanne Van Raff. Mon dernier roman, Réconciliation, vient de sortir. Il est disponible en papier et numérique. Bye. Be alright.